Je suis sur le point de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. 23 ans en tant que juge, balayé à cause d'un chien que je n'ai jamais rencontré. Je me tiens debout dans un refuge animalier, encore vêtu de ma robe d'audience, et la femme à l'accueil vient de me demander. « Vous êtes de la famille ?» Non. Je suis le juge qui, il y a 3 heures à peine, a condamné son agresseur. Ce qui signifie que je ne devrais pas être ici. Que je n'ai pas le droit d'être ici. Parce qu'il y a une chose que personne ne vous explique quand vous devenez juge. Si l'on découvre que vous vous êtes personnellement impliqué dans une affaire, tout s'effondre. Le verdict est contesté. L'appel est accepté. Et l'homme que vous avez condamné ressort libre, lavé de toute conséquence, comme si la souffrance exposée ce matin n'avait jamais existé. Je le sais. Je l'ai toujours su. J'ai passé ma carrière à rappeler cette règle fondamentale, la distance, l'impartialité, la retenue. Des mots gravés dans la fonction elle-même. Être juge, c'est apprendre à ne pas ressentir trop fort, à ne pas laisser la compassion interférer avec la loi. Pendant 23 ans, j'ai cru y parvenir. J'ai cru que cette discipline faisait de moi un homme solide. Mais ce matin, quelque chose s'est fissuré. J'ai quitté le tribunal sans saluer personne. Je n'ai pas retiré ma robe. Je n'ai même pas regardé mon téléphone. Je suis monté dans ma voiture comme on fuit un incendie, avec cette sensation étrange d'avoir laissé derrière moi une version de moi-même qui ne pouvait plus continuer. Les images projetées à l'audience revenaient sans cesse. Les photos. Les preuves. Des documents que l'on manipule habituellement avec détachement. Sauf que cette fois, elles ont trouvé un endroit encore vivant en moi. Maintenant, je me tiens ici, demandant à voir le dossier numéro 4721. Un chien nommé Finn. Un être vivant dont la fin est programmée pour demain, 8 heures précises, comme une formalité administrative. La directrice du refuge me fixe. Elle essaie de comprendre. Je lis la méfiance dans ses yeux, mais aussi une fatigue ancienne, accumulée au fil de trop nombreuses histoires semblables. Son badge indique Rebecca. Une femme d'une 40aine d'années, le visage marqué par des décisions quotidiennes impossibles. Elle n'est pas impressionnée par ma robe. Elle a vu trop de gens se prétendre importants. Vous êtes le juge Arlon, dit-elle. Je hoche la tête. Celui qui a condamné l'homme ce matin. 3 ans. La peine maximale. Elle baisse la voix. J'ai regardé l'audience aux informations. Je ne réponds pas. Ils ont dit que vous n'aviez jamais dépassé 60 jours dans des affaires comme celle-ci. Elle n'accuse pas. Elle constate. Et ce simple constat me pèse plus qu'une critique. Pourquoi êtes-vous ici? La question est simple. La réponse ne l'est pas. Je pourrais lui dire que je ne sais pas. Que mes pieds m'ont conduit ici sans mon consentement. Que c'est une erreur passagère. Mais ce serait un mensonge lâche. J'ai besoin de le voir, dis-je enfin. Elle regarde son clipboard, tourne les pages lentement, comme si ce geste pouvait lui donner le temps de décider. Lorsqu'elle relève les yeux, son regard a changé. Il est en isolement médical. Mais je dois vous prévenir. Elle hésite. Vous avez vu des photos. Ce que vous allez voir est pire. J'ai vu les photos. Elle secoue la tête. Il ne réagit plus. Il ne regarde plus. On dirait qu'il a déjà quitté ce monde et que son corps est resté en arrière. Ces mots s'enfoncent en moi plus profondément que je ne l'aurais cru. Demain à 8 heures. Je sais, dis-je, coupe en court. Elle me fait signe de la suivre. Nous avançons dans le refuge. Des chiens aboient, d'autres pleurent, certains restent silencieux. Chacun espère encore quelque chose. Nous passons devant les cages lumineuses, puis celles que l'on n'expose pas. Le couloir se fait plus étroit, plus froid. Au bout, une porte usée, isolement médical. Rebecca s'arrête, la main sur la poignée. Pourquoi lui? Demande-t-elle encore. Qu'est-ce qui le rend différent? Je reste silencieux un long moment. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse rationnelle. Seulement cette certitude inconfortable, repartir sans le voir serait une trahison. La porte s'ouvre. Le Freud M.E.S.A. isit. Le béton sous mes pieds. Le bourdonnement des néons. 3 cages. 2 vides. Dans la dernière, sur une couverture trop fine, se trouve Finn. Et tout devient clair. Ce chien n'est pas seulement maigre. Il n'est pas seulement blessé. Il est absent. Son corps est replié sur lui-même, comme s'il essayait de disparaître. Il ne lève pas la tête. Ses côtes saillent douloureusement sous sa peau. Autour de son cou, un collier bleu, délavé, usé par le temps. Je comprends alors que ce lieu n'est pas un refuge. C'est une salle d'attente. Et sans réfléchir, sans calculer les conséquences, je sais que cette histoire ne s'arrêtera pas ici. Rebecca recule d'un pas et me laisse entrer. La porte se referme doucement derrière elle,
Et le déclic du verrou résonne plus fort qu'il ne devrait. Je suis seul avec Finn. La pièce est plus froide que je ne l'imaginais. Pas seulement à cause du béton ou des néons, mais à cause de ce que cet endroit représente. Une fin programmée. Une attente silencieuse. Une suspension entre ce qui a été et ce qui ne sera plus. Il y a une table métallique contre le mur, couverte de seringues, de flacons, de gants jetables. L'odeur du désinfectant tente maladroitement de masquer autre chose. La souffrance. L'abandon. Je m'approche lentement de la cage. Chaque pas me semble lourd, comme si le sol cherchait à me retenir. Finn ne bouge pas. Pas même quand je m'accroupis devant les barreaux. Il est plus petit que je ne l'avais imaginé. Les photos l'avaient rendu presque abstrait, une silhouette parmi d'autres. Ici, il est réel. Fragile. Terriblement réel. Il n'a rien mangé depuis 2 jours, dit Rebecca derrière moi à voix basse. On a essayé tout ce qu'on pouvait. Je hoche la tête sans répondre. Mes yeux sont rivés sur le mouvement presque imperceptible de son flanc. Chaque respiration est un effort. Uncombat invisible. Le vétérinaire est passé hier, poursuit-elle. Ses organes commencent à lâcher. Le foie, les reins. Son corps a passé trop de temps en mode survie. Il ne sait plus faire autre chose. Je m'agenouille. La robe noire s'étale sur le sol froid. Je n'y pense même pas. Il n'y a plus de tribunal ici. Plus de fonctions. Juste un homme face à un être qui a trop enduré. Puis-je rester un moment avec lui ? Demandai-je. Rebecca hésite, puis acquiesce. Je vous laisse. La porte se referme à nouveau. Le silence s'installe épais, presque oppressant. Je m'assieds contre le mur, les jambes croisées, à hauteur de la cage. Le froid traverse le tissu de mon pantalon, s'insinue dans mes os. Je m'en moque. Finn ne réagit toujours pas. Bonjour, mon vieux, murmurai-je. Je m'appelle William. Rien. Pas un mouvement. Pas même un frémissement d'oreille. Je continue quand même. Je parle doucement, sans attendre de réponse. Comme on parle à quelqu'un qui dort trop profondément. J'étais au tribunal ce matin. Ils ont parlé de toi. Ils ont montré ce qu'on t'a fait. Ma voix tremble légèrement. Je m'arrête un instant, puis reprends. Sur le mur à ma gauche, un vieux panneau d'affichage attire mon regard. Des plannings, des notes, des numéros de téléphone. Et coincé dans un coin, à moitié caché, une photo jaunie. Un golden retriever souriant, la langue pendante, les yeux brillants. Mon cœur est serré. Rusty. Je n'y avais pas pensé depuis longtemps. 8 ans. 8 ans depuis que je l'ai retrouvé dans son panier, paisible, immobile. 15 ans de vie. Il a eu une belle vie, m'avait-on dit. Peut-être. Mais cela n'avait pas rendu la maison moins vide. Ni les soirées plus courtes. J'avais promis de reprendre un chien un jour. Quand j'aurais plus de temps. Quand le travail se calmerait. Ce jour n'est jamais venu. Et j'ai cessé d'y penser. Plus simple ainsi. Plus sûr. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je sais déjà qui c'est. Patricia, ma greffiere. Je décroche malgré moi. Monsieur le juge, où êtes-vous ? L'audience Morrison commence dans 1 heure. Je regarde Finn. Son corps immobile. SA respiration fragile. Reprogrammé, dis-je simplement. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Monsieur le juge. J'ai une urgence. Je raccroche avant qu'elle n'insiste. Je repose le téléphone et reporte mon attention sur Finn. Toujours rien. Peut-être que Rebecca avait raison. Peut-être qu'il est déjà parti. Peut-être que je suis arrivé trop tard. Puis, quelque chose change. Sa respiration se modifie légèrement. Presque imperceptiblement. Et lentement, avec un effort qui semble immense, Finn ouvre un œil. Un seul. Il me regarde. Je reconnais ce regard immédiatement. Je l'ai vu des centaines de fois. Chez des accusés qui comprennent qu'il n'y aura pas d'appel. Pas d'échappatoire. C'est le regard de ceux qui ont cessé d'espérer. Il me fixe quelques secondes. Puis son œil se referme. Ma main se met à trembler. Si je pars maintenant, je le sais, ce sera la dernière chose qu'il aura vue. Un autre visage. Un autre humain qui s'en va. Je reste. Je reste longtemps. Jusqu'à ce que Rebecca revienne me dire qu'il ferme. Elle me demande doucement si je compte le prendre. Pas ce soir, dis-je. J'ai besoin de réfléchir. Elle hoche la tête, déçue mais compréhensive. Je repars. Mais quelque chose m'accompagne. Le son de sa respiration. Comme un écho dans ma tête. Chez moi, la maison est sombre, silencieuse. Trop grande pour un seul homme. Je pose mes clés, reste debout un moment, puis aperçois ma mallette.
Le dossier. Je sais ce qu'il contient. Je m'étais juré de ne plus le regarder. Je l'ouvre quand même. Les photos. Une à une. La chaîne. Le piquet. La Gamelle vide. Le corps de Finn. Et ce collier bleu. Identique à celui de Rusty. C'est là que je comprends. Ce n'était pas seulement de la colère ce matin-là. C'était de la reconnaissance. Une mémoire enfouie qui s'est réveillée trop tard. Je ne dors pas cette nuit-là. À 4 heures du matin, je sais ce que je dois faire. À 4 heures du matin, je comprends définitivement que dormir est inutile. Le silence de la maison n'a rien de reposant. Il est lourd, presque oppressant, comme s'il me rappelait que quelque chose manque. Je reste allongé quelques minutes encore, les yeux ouverts, fixant le plafond sans vraiment le voir. Les images de la veille reviennent sans cesse. Le corps immobile de Finn, son regard vide, cette respiration lente et fragile. Je me lève enfin, sans allumer la lumière, et traverse la maison comme un fantôme. Dans la cuisine, je prépare du café par automatisme. Je le bois sans en sentir le goût. Depuis des années, je fonctionne ainsi. Les gestes avant les pensées, les habitudes avant les émotions. Je regarde l'horloge plusieurs fois comme si elle pouvait me donner une autorisation que je n'ai pas. Pourtant, au fond de moi, la décision est déjà prise. À 6h47, je prends mon téléphone. Mes doigts hésitent une seconde avant de composer le numéro du refuge. Refuge animalier de Riverside, Rebecca à l'appareil. Sa voix est calme, professionnelle, mais je perçois immédiatement la fatigue derrière chaque mot. C'est William Arlon. Le juge. J'étais là hier. Je prends une inspiration plus profonde. N'euthanasiez pas le chien du dossier 4721. J'arrive pour le récupérer. Le silence s'installe. Long. Inconfortable. Monsieur le juge, commence-t-elle avec prudence. Il est programmé pour 8 heures. Il est très affaibli. Et vous savez que votre situation rend tout cela délicat. Je le sais, réponds-je sans détour. Mais je viens quand même. Elle soupire doucement, comme quelqu'un qui accepte une décision qu'il ne contrôle plus. Très bien. Jelet retire du planning. Mais venez vite. Je raccroche, attrape mes clés et quitte la maison sans me changer. Le trajet jusqu'au refuge ne dure que quelques minutes, mais chaque feu rouge me paraît insupportable. Lorsque j'arrive, Rebecca m'attend déjà à l'entrée, un clipboard sous le bras. Les papiers d'adoption, dit-elle simplement. Je remplis les formulaires mécaniquement. Nom, adresse, profession, situation personnelle. Chaque ligne signée me donne l'impression de franchir un seuil invisible. Elle me demande si j'ai un vétérinaire. Je réponds que non. Elle note quelques contacts sur le côté du dossier. Avant de m'emmener voir Finn, elle me regarde longuement. Pourquoi maintenant ? Je réfléchis un instant. Parce que si je repars sans lui, je saurai que j'ai choisi la facilité. Et je ne veux plus vivre avec ça. Elle acquiesce, sans commentaire, et me conduit vers l'arrière du refuge. Finn est exactement comme la veille. Immobile. Silencieux. Quand je le soulève, sa légèreté me frappe une nouvelle fois. Il ouvre à peine les yeux, sans résistance, comme s'il n'attendait plus rien. Je le dépose délicatement sur la banquette arrière de ma voiture, démarre et quitte le refuge sans me retourner. Sur la route, je passe devant le tribunal. Les colonnes, les marches, la façade familière. Je ne ralentis pas. Pour la première fois, je continue simplement mon chemin. À la maison, je le pose sur le tapis du salon. Il s'effondre plus qu'il ne se couche. Je reste debout quelques secondes, envahi par une panique sourde. Je l'ai ramené, mais je ne sais pas comment le sauver. Je lui apporte de l'eau. Il ne boit pas. De la nourriture. Il détourne la tête. J'essaie encore, sans succès. J'appelle une clinique vétérinaire d'urgence. La voix à l'autre bout est honnête, presque trop. Il est en train de s'éteindre. Cela arrive chez les animaux lourdement traumatisés. Amenez-le ce soir. En attendant, restez avec lui. Qu'il ne soit pas seul. Je m'assieds par terre, à côté de Finn, comme au refuge. Je lui parle doucement. Je parle de Rusty, de la maison vide depuis le divorce, de la façon dont j'ai remplacé les émotions par le travail. Finn ne réagit pas, mais je continue. La sonnette retentit. Nathalie est sur le seuil, le visage marqué par l'inquiétude. Elle s'arrête net en voyant Finn. Sans poser de questions, elle s'agenouille et pose doucement sa main sur sa tête. Finn ne se retire pas. C'est lui, n'est-ce pas ? Murmure-t-elle. Je hoche la tête. Nathalie prend un petit morceau de poulet, le tient calmement près de son museau. Elle ne force rien. Elle attend. Longtemps. Puis Finn prend une minuscule bouchée. Nous échangeons un regard silencieux. Un espoir fragile naît.
Les heures suivantes sont précaires. Finn mange peu, boit à peine. Chaque petit progrès semble immense. Puis, le 3e matin, tout bascule. Un bruit sourd, puis Finn au sol, raide, secoué par une crise. Du sang. Je l'enveloppe dans une couverture et roule vers la clinique sans réfléchir. À l'intérieur, on l'emmène immédiatement. J'attends sous des néons trop blancs. Mon téléphone vibre. Patricia m'annonce que les médias parlent d'un conflit d'intérêts. Je lis les titres, puis j'éteins mon téléphone. La vétérinaire finit par venir me chercher. Nous avons stoppé la crise. Mais son foie est gravement atteint. C'est ancien. Nous pouvons tenter une chirurgie, mais les chances sont faibles. Je demande à voir Finn. Il est relié à des machines, immobiles. Je lui parle doucement, une dernière fois. Je lui demande s'il veut encore se battre. Sa queue remue une fois. Je rejoins la vétérinaire. Faites l'opération. Je retourne m'asseoir. Nathalie arrive peu après et s'assoit près de moi. Nous attendons sans parler, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Il a survécu, dit la vétérinaire. Je ferme les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je respire vraiment. Les heures qui suivent l'opération semblent irréelles, comme si le temps avait perdu sa fonction habituelle. Dans la salle d'attente, les minutes ne s'enchaînent plus, elles s'accumulent. Nathalie est assise près de moi, son épaule contre la mienne. Par moments, elle ferme les yeux quelques secondes, puis les rouvre aussitôt, comme si elle avait peur de manquer quelque chose d'important. Je ne dis rien. Elle non plus. Nous avons dépassé le stade des mots. Mon téléphone reste éteint sur la table basse. Je sais pourtant ce qu'il contient. Des appels manqués. Des messages. Des questions. Des reproches. Peut-être même des avertissements officiels. Mais pour la première fois depuis 23 ans, je refuse d'être disponible. Le tribunal peut attendre. Le monde peut attendre. Ici, tout se joue derrière une porte blanche, fermée, marquée « personnel médical ». Lorsque la vétérinaire finit par apparaître, je reconnais immédiatement la fatigue sur son visage. Une fatigue qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui s'accumule au fil des décisions impossibles. Elle s'arrête devant nous, ajuste son masque autour de son cou. Il a survécu à l'intervention. Ces mots restent suspendus dans l'air. Je ne réagis pas tout de suite. Jessens Nathalie Sarah Monbras. Finn est vivant. Pas guéri. Pas encore sauvé. Mais vivant. Et dans ce contexte précis, c'est déjà immense. Les jours suivants deviennent une succession d'attentes et d'appels. Finn reste hospitalisé. Perfusions. Médicaments. Surveillance constant. Chaque appel de la clinique me noue l'estomac. Il a mangé un peu aujourd'hui. Il est très faible ce matin. Son foie réagit lentement, mais il se bat. Je m'accroche à ces phrases comme à des preuves. Comme à des verdicts provisoires. Entre deux appels, je découvre que le reste de ma vie continue sans moi. Les journaux parlent de mon geste. Certains parlent de courage. D'autres d'inconscience. Une enquête est ouverte. On évoque le mot partialité. On me demande des explications que je ne donne pas. Nathalie me regarde un soir et me demande simplement « Est-ce que tu regrettes ?» Je réfléchis longtemps avant de répondre. Non. Quoi qu'il arrive, non. Quand je peux enfin ramener Finn à la maison, il est méconnaissable. Plus maigre encore qu'avant l'opération. Son ventre est rasé, une longue cicatrice traverse son flanc. Une collerette entoure son cou, l'empêchant de toucher ses points de suture. Pourtant, ses yeux sont ouverts. Présents. Et quand je m'agenouille près de lui, sa queue remue lentement, comme un souvenir de joie. La convalescence est éprouvante. Finn ne peut presque pas marcher. Chaque déplacement est une lutte. Il tombe parfois. D'autres fois, il reste immobile, figé par une peur que je ne peux qu'imaginer. Les nuits sont difficiles. Il gémit. Se réveille en sursaut. Je dors sur le canapé, près de lui, pour qu'il ne soit jamais seul. Je lui parle quand il panique. Je lui parle même quand il semble absent. Nathalie vient presque tous les jours. Elle apporte de la nourriture adaptée, des médicaments, une patience infinie. Ensemble, nous apprenons une nouvelle manière de mesurer le temps. Non plus en semaines ou en mois, mais en minuscules progrès. Une bouchée mangée sans aide. Un pas de plus sans tomber. Un regard qui s'attarde un peu plus longtemps. Les semaines passent. Finn reprend lentement du poids. Ses côtes deviennent moins visibles. Son poil recommence à pousser. Un matin, je le trouve debout près de la porte d'entrée, hésitant, comme s'il se souvenait soudain de ce que signifie sortir. Ce jour-là, je m'assieds par terre et je pleure sans m'en rendre compte. L'enquête suit son cours. Je reçois des lettres. Certaines me soutiennent.
D'autres me jugent sévèrement. Finalement, la décision tombe, un avertissement écrit. Rien de plus. Le verdict que j'ai prononcé tient. L'homme qui a fait ça à Finn restera en prison. Je lis la lettre une fois, puis je la range sans émotion excessive. Quelque chose en moi a changé. Les titres et les sanctions ne définissent plus ma valeur. Quand je retourne au tribunal quelques mois plus tard, tout me semble à la fois familier et étranger. Les murs sont les mêmes. Les dossiers s'empilent toujours. Mais moi, je ne suis plus exactement le même homme. Je signe la clôture définitive du dossier 4721 sans ressentir la satisfaction habituelle. Seulement une forme de calme. À la maison, Finn m'attend désormais près de la porte. Il marche encore lentement, mais il marche. Il mange avec appétit. Il dort profondément. Un soir, Nathalie arrive avec ses enfants. Il s'approche de Finn avec précaution. Il les observe longuement, puis se laisse caresser. Sa queue remue doucement. Sans peur. 1 an plus tard, je l'emmène dans un grand champ à la sortie de la ville. L'herbe est haute. Le vent est léger. J'enlève sa laisse. Finn hésite, regarde autour de lui, puis se met à courir. Pas vite. Pas longtemps. Mais il court. Libre. Je le regarde, incapable de détourner les yeux. Pendant 23 ans, j'ai cru que rendre la justice suffisait. Aujourd'hui, je sais que la justice sans compassion n'est qu'une structure vide. Finn n'avait rien demandé. Il n'avait rien mérité de ce qu'il a subi. Pourtant, il a trouvé la force de revenir. Et moi, à travers lui, j'ai appris quelque chose que je n'avais jamais compris depuis le banc des juges. Parfois sauver une vie, c'est aussi accepter de transformer la sienne. Je rattache la laisse à son collier bleu. Il me regarde. Nous rentrons ensemble. Fin.